et bienvenue dans Un monde sain, l'émission qui a pour but de révolutionner votre santé. Je suis Noémie, nutritionniste holistique et fondatrice du site de recettes vegan Mimi's Delicacies. J'ai à mes côtés Dr Neil Barnard, fondateur du Physicians Committee, le comité des médecins pour une médecine responsable en français. Anne-Marie, nutritionniste et diététicienne, fondatrice de la clinique Renversante. Ma co-host et coach de santé, Anne, fondatrice du site internet de recettes vegan aussi, Anne, et Veggie Magnifique, pardon, et Adeline DeWitt, notre invitée, gynécologue et obstétricienne. Cette émission est consacrée à la santé des femmes. C'est la première émission d'une belle série. Alors, on va commencer avec le docteur Dewitt, justement, gynécologue et obstétricienne, et on va parler de comment prévenir le cancer du sein. C'est très important, et c'est à toi, docteur Adeline. Merci beaucoup, Anne. Donc, nous allons effectivement parler de l'alimentation végétale et dans sa potentielle prévention du cancer du sein. Donc, pour vous redonner quelques chiffres sur la prévalence du cancer du sein, c'est environ une femme pour 1000 par an. L'incidence est en augmentation d'environ 2% en 20 ans et il y a donc plus de 52 000 femmes atteintes par an. Ça compte pour 11 000 décès par an et globalement, les femmes atteintes ont en médiane 61 ans et donc globalement entre 60 et 70 ans. Donc, les facteurs de risque connus, médicalement connus, du cancer du sein sont le fait d'avoir les règles tôt et la ménopause tardive, donc une longue période de la vie génitale, de ne pas avoir eu d'enfants, de ne pas avoir allaité ses enfants et d'avoir par contre eu beaucoup de traitements hormonaux, que ce soit des pilules ou des traitements hormonaux substitutifs, donc de la ménopause. Le poids est aussi connu comme étant un facteur de risque, à savoir un faible poids avant la ménopause et par contre une surcharge pondérale après la ménopause. Et donc, les facteurs hormonaux et alimentaires, c'est cela dont on va parler pour essayer de trouver des préventions par rapport au cancer du sein. Ils sont nombreux et ils sont forcément discutés dans la littérature car des études alimentaires sont toujours très difficiles à faire, surtout pour isoler un seul élément, que ce soit un aliment, un nutriment. Donc, les facteurs potentiellement protecteurs seraient les fibres, les vitamines, à savoir la vitamine C et la vitamine D est quand même encore questionnée, les minéraux à type de sélénium, et de calcium est pareil, qui sont encore très discutés, et un potentiel rôle de la bêta-carotène. Dans le cancer du sein, ce qui a été un peu plus étudié, un peu plus prouvé, c'est surtout le rôle des fibres, donc des fruits, des légumes et des légumineuses, et qui aurait donc un effet protecteur par augmentation de l'élimination de l'excès d'œstrogène. Donc parlons des fibres pour commencer. Les fruits et les légumes en priorité diminuent donc l'excès d'œstrogène par l'augmentation de l'excrétion et en diminuant aussi leur absorption. Cet effet est aussi vu sur les bêta-carotènes, donc ce qui est contenu par exemple dans la carotte, qui diminue par 2 le risque selon plusieurs études. L'augmentation du risque du cancer est bien, lui, prouvée pour les produits qui n'ont pas de fibres, donc typiquement les boissons sucrées, les desserts. Quand vous voyez les OR ou RR, odds ratio, c'est vraiment un facteur qui multiplie le risque. Donc là, quand on dit OR égale à 2,5, ça veut dire qu'on multiplie par 2,5 le risque. Et donc, un autre facteur, la vitamine C, diminuerait les risques de cancer du sein. Et donc ça, pareil, vous voyez qu'on est presque à 0,5, donc diminuerait presque par 2 le cancer du sein. Donc, quels fruits et légumes, lesquels ont été étudiés? Comme je vous le dis, c'est très difficile d'étudier chaque élément, mais certains ont essayé ce travail. Donc, certains privilégient les crudités comme facteur protecteur du cancer. Globalement, les études d'alimentation générale montrent un bénéfice à la consommation de fruits et de légumes, et ça, même en grande quantité. Peu importe nos antécédents familiaux ou notre histoire de la maladie, et il y aurait une possible diminution aussi des rechutes et des récidives pour les patientes qui ont déjà un cancer. L'amélioration de la survie pour les patientes qui ont déjà un cancer pourrait être améliorée par une alimentation riche en zinc et en phosphore, typiquement contenu dans le pain complet ou les graines de tournesol. Alors, on entend beaucoup parler du soja, notamment par rapport aux cancers hormonaux, donc les cancers du sein, parce que le soja aurait un lien avec les œstrogènes, ce qui était vrai, mais le soja à lui seul, consommé
entiers et ou en produits dérivés, notamment tofu, tempeh, etc., diminuerait la survenue par presque 2 du cancer du sein et diminuerait aussi la mortalité, que ce soit pour les cancers qu'on dit triple négatifs, c'est-à-dire récepteurs hormonaux négatifs, HER2 négatifs, et des récurrences pour les patients de tout type de cancer. Le bénéfice est probable donc pour tous les aliments riches en isoflavones, comme je vous le disais. Et ça, par contre, ça a été prouvé dans une étude à dose asiatique, comme ils disent, donc des études sur des doses beaucoup plus importantes de consommation de soja que l'on a, nous, en Europe ou aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il en est de l'alcool? L'alcool augmenterait le risque du cancer du sein, donc de la survenue d'un cancer du sein, avec un risque entre 1,2 et 1,4. Et ça augmenterait en fonction de la dose d'alcool qui est consommée par jour. Et donc, comme on le voit dans certaines études, plus de 40 grammes par jour ou une augmentation du pourcentage en fonction du dose de grammage d'alcool par jour. Et ça, c'était vu au fur et à mesure du pourcentage de doses ingurgitées par jour, donc ce qu'on appelle un dose-effet. Et d'autant plus chez les femmes ménopausées et les patientes qui ont un cancer récepteur hormonaux positif. Donc, qu'est-ce que l'alimentation végétale, le plant-based diet, pourrait nous apporter pour prévenir le cancer du sein? Dans la littérature, on retrouve une diminution de presque 36% de survenue d'un cancer du sein, une diminution des tumeurs que l'on dit agressives, des cancers HER2+, qui sont aussi des tumeurs agressives, et ça, quel que soit le statut ménopausique. Il y aurait une augmentation potentielle de la survie et une diminution des récurrences ou des récidives. Alors, c'est bien de parler d'alimentation, nous on va vous en parler beaucoup, mais en médecine, c'est important de parler de mode de vie et pas seulement de certains aliments et de certains types d'alimentation. Donc, on le sait qu'il faut associer tout ça à un mode de vie qui est surtout basé aussi sur l'activité physique. Et le maître mot, ça n'est pas de transpirer et de se donner à fond, mais c'est d'être récréatif, c'est-à-dire de faire une activité physique qui vous plaise, qui vous fasse du bien et plaisir. Et ça, effectivement, si possible, plusieurs fois par semaine et en groupe. Ça aussi, ça a été montré comme plus efficace qu'une activité physique seule où on se sent un peu contraint. L'absence de tabagisme forcément est bénéfique pour le cancer et d'avoir un indice de masse corporelle et surtout une taille abdominale, tour de hanche normale et aussi fait partie de la prévention du cancer. Qu'avez-vous au menu aujourd'hui? Merci beaucoup Adeline. Nous continuons avec de très bons conseils puisque Anne-Marie va nous partager le top 10 des aliments qui contribuent à prévenir le cancer du sein. Alors, merci Adeline pour cette belle introduction de l'alimentation et du cancer du sein. Alors, si on regarde l'aspect pratico-pratique, on voit que les végétaux sont très bénéfiques pour la prévention du cancer du sein, mais je voulais pointer 10 végétaux en particulier qui sont vraiment importants à ajouter régulièrement à son menu quotidien ou au moins plusieurs fois par semaine. On a déjà parlé du soya. Le soya, c'est vraiment l'aliment vedette aujourd'hui. On va en parler tout au long de l'épisode. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de l'inclure parmi les 10 aliments favorables à inclure à notre menu de la semaine ou au quotidien. Un autre important, c'est la graine de lin. Parce que la graine de lin, elle aussi, contient des phytoestrogènes qu'on appelle les lignanes. Et lorsqu'on regarde le contenu en lignane des graines de lin, c'est vraiment beaucoup plus élevé que la plupart des autres aliments. Si vous regardez, la graine de sésame en a beaucoup de lignane, le pois chiche, mais c'est vraiment la graine de lin qui est la grande gagnante par rapport au contenu en lignane. En position 3 et 4, on a les raisins et les bleuets, ou on dit les myrtilles aussi en France. Pourquoi ces deux aliments-là? Parce qu'ils contiennent du resveratrol et c'est un autre phytoestrogène qui appartient à la famille des stilbènes. On sait que le resveratrol a des effets anti-estrogéniques et peut même inhiber la croissance des cellules cancéreuses. Et en plus, ces deux fruits-là contiennent tellement d'autres substances protectrices, alors c'est une très bonne chose de les inclure régulièrement. En numéro 5, on a le brocoli ou en général la famille des choux.
Et qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les choux? C'est le sulforaphane. Et le sulforaphane a été beaucoup étudié et on le sait que ça aide à prévenir le cancer du sein, même aussi prévenir les récidives ainsi que les métastases. Pour toutes sortes de raisons, il y a des effets chimiopréventifs, anti-inflammatoires, ça aide à la détoxification. Et dans cette étude-là, ici, on dit que ça devrait être ajouté avec les traitements actuels du cancer du sein. Lorsqu'on regarde le contenu en sulforaphane des choux, on voit que le brocoli en contient, mais regardez les choux de Bruxelles, quand même, hein, c'est très élevé. Et si vous voulez donner une dose importante de sulforaphane à votre alimentation, je vous encourage à incorporer des pousses de brocoli parce qu'ils contiennent de 10 à 100 fois plus que le brocoli lui-même. Alors, très bonne habitude à prendre d'incorporer des pousses de brocoli ou les pousses des autres choux également. En numéro 6, on a les champignons. Alors, les champignons ont des propriétés anti-cancer, mais particulièrement pour le cancer du sein. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial avec les champignons? C'est qu'ils ont une activité anti-aromatase. Alors, c'est un peu complexe, toute cette histoire-là, mais c'est juste pour dire que ça aide à réduire la transformation des androgènes en estrogènes. Donc, beaucoup de bénéfices à manger, même juste des champignons blancs, là, tout simplement. Numéro 7, on a les oignons et les pommes. Pourquoi les oignons et les pommes? Parce qu'ils contiennent de la quercétine. Et la quercétine a des propriétés anti-cancer. Et les pommes et les oignons ont aussi d'autres belles propriétés. Donc, c'est deux très bons aliments à ajouter. Le curcuma, bien sûr. Hein, le curcuma est tellement une super épice. C'est une bonne habitude de l'ajouter à notre menu régulier. Et c'est reconnu. Le curcuma a plein de bonnes propriétés, mais entre autres, c'est des propriétés anti-cancer au niveau du cancer du sein. Et je vais juste vous rappeler que c'est une bonne chose de rajouter du poivre fraîchement moulu lorsqu'on mange du curcuma. Et finalement, un breuvage, c'est-à-dire le thé vert. Le thé vert contient du galate d'éthylgallocatéchine. Pas besoin de retenir ça par cœur. Souvent, d'ailleurs, on utilise les abréviations EGCG. C'est plus simple à dire. Alors, cette substance-là, on en retrouve dans le thé vert et le thé blanc également. Et donc, de prendre quelques tasses de thé vert par jour aurait des propriétés intéressantes sur la prévention des cancers du sein et sa récurrence. Alors, voici nos 10 aliments vedettes du cancer du sein. Bien sûr, tous les végétaux ont des bénéfices, mais c'est sûr que ces 10-là, je vous les recommande un petit peu plus particulièrement. Alors, Noémie, on a dit que le soya faisait partie des aliments vedettes pour la prévention du cancer du sein, mais il y a souvent beaucoup de fausses croyances autour du soya. Est-ce que tu pourrais nous démystifier tout ça? On y va, Anne-Marie. En effet, il n'y a plus aucun doute sur le soja, les bénéfices du soja sur notre santé. En revanche, il y a une question que beaucoup de gens se posent, c'est l'effet du soja sur notre planète. Quel est donc l'impact du soja sur notre planète? Alors, déforestation de la forêt amazonienne, pollution des rivières et des fleuves, déséquilibre de l'écosystème. Quel est vraiment l'effet du soja sur notre planète? Et la question que beaucoup de personnes se posent, devrions-nous continuer à en manger? Moi, je n'aime pas vraiment cette question. La question que je préfère me poser, c'est quel est le moyen le plus efficace de mettre fin à l'impact du soja sur notre planète? Eh bien, le moyen le plus efficace, c'est de réduire, voire de stopper sa consommation de viande. Alors, vous allez me demander pourquoi, quel est le rapport? Eh bien, ils sont tout à fait liés, puisque le bétail est nourri de soja. 61 kilos, c'est la quantité moyenne de soja qu'un Européen consomme indirectement chaque année par le biais de la consommation de produits animaux, et j'appuie bien sur le mot indirectement. Selon un rapport de Greenpeace, 87% du soja importé dans l'Union européenne est destiné à l'alimentation animale, et au contraire, la production de soja biologique ne représente, elle, que 17% des surfaces, et elle est principalement utilisée pour l'alimentation humaine. Donc, on voit bien la différence. Alimentation animale, 87%, alimentation humaine, ce n'est que 17%.
Attention de ne pas confondre une consommation primaire efficace d'aliments à base de soja avec une consommation secondaire inutile qui consiste à nourrir le bétail au soja et détruisant sur son passage 24 millions d'hectares de forêts, de savanes et de prairies, et ceci seulement entre 2000 et 2010. Alors ça peut sembler paradoxal, mais si nous consommions du soja plutôt que de la viande, la superficie de végétation nécessaire pour nous fournir la même quantité de protéines diminuerait de 94%. Alors, la production de protéines à partir de poulets nécessite 3 fois plus de terre que celle des protéines à partir du soja. Le porc en nécessite 9 fois plus et le bœuf, soyez prêts, 32 fois plus. C'est énorme. Alors, vous vous demandez qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Eh bien, il y a des solutions très pratiques et très simples. Arrêter ou diminuer considérablement sa consommation de viande, substituer les protéines animales par des protéines végétales. On l'a déjà vu durant cette émission et durant des émissions précédentes, on va continuer de le voir. Vous avez plein d'options, le tofu, les légumineuses, les légumes verts ont énormément de protéines, et privilégier, si vous le pouvez, des produits à base de soja certifiés bio autant que possible. Merci beaucoup. Et maintenant, alors, le côté vraiment pratique, Anne va nous montrer comment cuisiner le tofu pour faire en sorte qu'il ait un goût qui nous plaise. Tant de gens ont peur du tofu. Conquérons cette peur. Bienvenue à Veggie Magnifique, le blog et la chaîne YouTube qui partage un mode de vie sainement vegan. Aujourd'hui, je vais partager 5 façons de cuisiner le tofu pour le rendre archi délicieux. La clé est la suivante. Essentiellement, le tofu, c'est une éponge. Si vous trompez le tofu dans les bonnes choses et les bons saveurs, ça va avoir un bon goût. Considérez-le comme une page blanche qui attend à être trempée dans la délicatesse. Et bonus, il est parfait pour le petit-déj, le déjeuner et le dîner et le dessert. Donc voilà 5 façons de faire de vous et le tofu des amoureux. Pour commencer, parce que pourquoi pas commencer avec le dessert d'abord, les pots de crème au chocolat avec le tofu soyeux. C'est une recette que je fais souvent, c'est très facile. Vous mettez du tofu soyeux ainsi que du cacao en poudre, un peu de vanille, un peu de sirop d'érable et vous mélangez et puis vous le mettez au frigo pendant quelques heures et puis après ça fait des pots de crème délicieux. Si vous aimez vraiment le chocolat, vous pouvez ajouter un peu plus de cacao en poudre pour que ça devienne bien riche. C'est à vous de jouer. Le tofu extra ferme mariné au tamari. Voici une recette que je fais toutes les semaines, peut-être 2-3 fois. C'est de tremper le tofu dans le tamari avec un peu de sriracha pour le mariner. Et puis après, vous le trempez dans les flocons de levure nutritionnelle et pourquoi pas des graines de sésame par exemple. Et puis après, vous les mettez dans la friteuse sans huile ou sinon dans le four. Et ça crée du tofu bien cuit avec une texture sublime. Passons au petit-déj, des œufs brouillés. Moi j'aime bien la recette de Rainbow Plant Life. Et ce qu'elle fait, c'est de presser le tofu pendant 15 minutes. Et puis après, vous mélangez la sauce avec un fouet. Vous faites des petits morceaux avec les mains. Et puis après, vous faites frire le tofu à la poêle. Et puis ajoutez la sauce et puis mélangez. Et mettez du sel et kalanamak si vous avez et vous aimez ce goût un peu fin. Ensuite, le tofu barbecue. Allons-y aux États-Unis, on va faire du tofu. En fait, c'est très simple. Vous avez besoin de la sauce barbecue, ainsi qu'un peu de tamari ou sauce soja, si vous voulez, et une sauce piquante, si vous voulez. Vous faites revenir le tofu, vous ajoutez la sauce, vous faites revenir encore une fois. Et puis vous servez immédiatement sur le riz avec des légumes, des oignons verts. C'est vraiment bon. Des tacos au tofu, si c'est possible. Ces crumbles épicés feront fondre n'importe quel amateur de la cuisine mexicaine. Pour faire la sauce, vous mettez de la sauce soja, de l'ail en poudre, de poudre de chili, par exemple, si vous aimez, cumin, un peu de vinaigre de cidre de pomme, et si vous pouvez trouver, du paprika fumé, mon épice préférée. Vous mettez ces crumbles dans un tortilla et vous dites « Bonjour, bonheur ». Et voilà, 5 façons d'ajouter un peu de tofu dans votre vie.
Alors maintenant, on va partager nos recettes de soja préférées. Yo, tu as quelque chose à partager? Quelle est ta recette préférée du soja? Oui, quelque chose de très, très, très simple. On peut faire griller du tofu dans une poêle et c'est très rapide, très simple et on peut ajouter du gingembre, de la levure alimentaire et un petit peu de la sauce soja et c'est tout. C'est vraiment très rapide, très simple, très délicieux et sans cholestérol. Génial, et c'est bien que ça soit simple. Ça doit pas être compliqué, les amis. Alors, Noémie, Et tu as... en fait, c'est mon petit déjeuner. Ah, Oui, oui, génial. Après, tu as plein de peps. exactement. Alors, Noémie, toi aussi, tu as une recette phare ou comment tu aimes bien consommer le soja? Ouais, alors moi, c'est plutôt qu'une recette, c'est un ingrédient, c'est l'edamame. Alors, je sais pas si on dit edamame ou edamame en français. C'est ces petits pois verts, pour les décrire, qu'on trouve notamment dans les restaurants japonais. Mais c'est aussi très facile de faire chez soi. Il suffit de faire bouillir de l'eau dans une grande casserole avec une cuillère ou deux, une cuillère à café ou deux de sel. On les fait bouillir avec la cosse et tout, hein, on s'embête pas, on ne les tire pas, on ne les écosse pas. On les fait bouillir 3 minutes, pas trop, pour pas que ça devienne pâteux. Il faut qu'ils soient fermes, alors pas croquants, mais quand même assez fermes. Et ensuite, une fois que c'est cuit, on les met au frigo, au réfrigérateur pendant 1 à 2 heures pour qu'ils refroidissent et on les sert avec de la fleur de sel. Et j'aime beaucoup cette option, notamment quand j'ai des invités, à la place de mettre des chips, en complément des chips, de mettre des edamame. Je trouve ça plutôt sympa et c'est une grande source de protéines. Ah bah, ça donne envie. On Mm. attend notre invitation chez toi. Alors ensuite, Anne-Marie, est-ce que tu as quelque chose à partager? Comment tu aimes bien consommer le soja? Mais un ingrédient que je trouve vraiment pratique à utiliser, c'est ce qu'on appelle le PVT ou protéine végétale texturée. Je peux vous montrer une photo. Alors, voici ce qu'a l'air le PVT. Donc, c'est des petites granules de soya et c'est tellement pratique pour remplacer le steak haché, le bœuf haché dans les recettes. Puis on a vu, hein, Noémie nous a expliqué comment ça prend de l'espace pour faire de l'élevage du bœuf et ça prend beaucoup de soya, donc on est mieux de manger directement le soya. Alors ça, on met ça dans nos sauces, ça se réhydrate et ça fait vraiment comme la texture du steak haché. Il y a des différentes formes, il y en a des très petits, des un peu plus gros. Il y a le circle qu'on appelle qui est vraiment intéressant parce qu'on utilise même tout le soya au complet. Alors moi, je trouve que c'est un ingrédient qui est très intéressant et qui est très intéressant aussi pour la transition vers l'alimentation végétale. C'est clair. Et moi, au début, en fait, hein, j'avais peur de cet ingrédient parce que je ne savais pas comment cuisiner. Je croyais que c'était compliqué. Mais les amis, c'est pas compliqué. Hein. Il faut juste réhydrater le truc. Et si c'est dans une sauce, ça va prendre les saveurs de la sauce. Et sinon, on peut toujours mettre un peu de l'eau de notre bouilloire et puis ajouter quelque part. Donc, n'ayez pas peur de cet ingrédient. C'est vraiment chouette. Et Anne, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ça se conserve extrêmement longtemps. Oui. Donc, si on n'a pas de tofu dans son frigo, ben on a toujours le PVT qui est là dans notre garde-manger. Oui, c'est clair. Et on a toujours envie de quelque chose où il faut juste ajouter de l'eau. Et en fait, c'est ça. Et Adeline, est-ce que toi, tu as une recette de tofu ou de soja que tu aimes bien partager avec tout le monde? Moi, je fais au plus simple, c'est-à-dire que j'achète en vrac et local. Donc, j'ai pas de soja en soi. J'ai effectivement le PVT là où je vais me fournir. On fait souvent de la bolognaise végétale avec ça, c'est hyper bon. Effectivement, on met de l'eau, de la tomate en 5 minutes, c'est prêt. Et donc là, nous, on trouve de plus en plus, je pense partout, mais on a un très très bon tofu fumé fait à 3 villes de chez nous. Et donc, je fais ça, mais on le mange nature, sans rien. Voilà. On le mange à toutes les sauces, entrée, plat, dessert. Quoi. Voilà. Le tofu, dans tous ces... Et je le mets nature, tellement il est bon en soi, beaucoup dans les salades. Que la nourriture soit votre médecine, disait Hippocrate. Plus facile à dire qu'à faire, considérant que la plupart des médecins ne sont pas formés en nutrition, ou très peu. Mais cela est sur le point de changer, et ça n'a pris que 2000 ans.
avec une formation en alimentation végétale pour les médecins new-yorkais. Eric Adams, le maire de New York City, en collaboration avec l'American College of Lifestyle Medicine, va permettre à tous les professionnels de la santé de la ville de recevoir une formation en médecine des habitudes de vie. Cette formation inclut, entre autres, des connaissances en alimentation végétale. Cette nouvelle arrive à point, considérant que les États-Unis font face à un défi immense pour combattre les maladies chroniques. On va passer à une autre recette de soja, mais en fait le tempeh. Et on a notre amie Archana Nagalingam qui va partager comment elle aime bien cuisiner son tempeh. Alors Archana, c'est à toi. Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une recette du tempeh. Alors le tempeh, c'est un ingrédient hyper intéressant. J'ai ici un tempeh de la marque Kedelai, qui est une marque locale, française, qui est fabriquée en Île-de-France, avec du soja français. En fait, le tempeh, c'est très simple, c'est 2 ingrédients, des graines de soja et des ferments qui permettent de créer ceci, ce bloc super intéressant en termes de nutriments, puisqu'on a ici un condensé de protéines, de fer, de calcium, de fibres, et aussi en saveur, parce que en fait c'est un produit qui est hyper sympa à cuisiner, en marinant, etc. Et aujourd'hui on va le tester avec quelque chose de très simple. Allez, c'est parti. On va simplement découper le tempeh. Donc là, vous voyez, quand on découpe, on retrouve les graines de soja ici qui sont bien agglutinées. Et ensuite, hop, je vais redécouper de petites lamelles comme ça. Alors, on va laisser mariner tout ça dans un saladier. Une bonne cuillère d'huile d'olive. On peut rajouter ici, selon vos préférences, soit un peu de sauce soja, soit du sel. Moi, je vais rajouter un peu de sel aujourd'hui. On va faire... Soit vous avez un presse-ail, super ustensile, soit vous pouvez simplement émincer l'ail. Et ensuite, nos fameuses tomates séchées. Et cette base, en fait, vous pouvez l'utiliser avec des pâtes, avec du riz. Vous pouvez vraiment manger ça avec ce que vous voulez, d'autres légumes de saison, courgettes, aubergines, etc. Hop là. Et on peut ajouter aussi, ça me vient là l'idée en faisant ça, quelques olives. Voilà, donc on laisse mariner tout ça un petit peu et puis on revient tout de suite. Nous revoilà, donc la marinade a pris pendant à peu près 5 à 10 minutes. 5 minutes peuvent même suffire largement. Et dans une poêle ou au four, on va simplement faire revenir tout ça. Alors je me suis permise de rajouter quelques olives. Olive verte et c'est parti. Donc là, vous allez voir, ça va dorer. Vous avez juste à retourner un peu de temps en temps. Et je pense que d'ici 5-8 minutes max, ça sera prêt. On montre le résultat dans une seconde. Et voilà le travail. Ils sont bien grillés. On rajoute les herbes. Voilà, vous pouvez vraiment déguster ça avec un plat de pâtes, un plat de riz, c'est délicieux. Bon appétit! Après cette super recette d'Archana, on enchaîne avec l'alimentation et la ménopause, et notamment comment éviter les symptômes tels que les bouffées de chaleur. C'est à toi, Neil. Merci, Noémie. En parlant des produits à base de soja, il se peut que le soja ait un effet spécial pour les femmes de plus de 50 ans. Il peut réduire les bouffées de chaleur. Et dans les années 80, les chercheurs ont découvert que les symptômes de la ménopause étaient vraiment rares au Japon. Et les études suggèrent que c'était l'effet d'un régime principalement à base de plantes, surtout de riz. Mais tout cela a changé avec l'invasion de McDonald's et d'autres marques de fast-food et la cuisine américaine. Et les symptômes de la ménopause sont devenus plus courants au Japon. Et il s'avère qu'une partie des bénéfices du régime traditionnel japonais peut être attribuée au soja. Et le tofu, le lait de soja et d'autres produits à base de soja contiennent des isoflavones, qui sont comme des médicaments naturels et
notre équipe a décidé de tester un régime à base de plantes avec du soja pour les symptômes de la ménopause. Et nous avons recruté 84 femmes ménopausées et nous avons assigné chaque participante au hasard, soit à un régime vegan, soit à un groupe témoin. Et le régime avait en fait 3 facettes. Il était végétalien, très faible en matière grasse et aussi comprenait une portion de soja chaque jour. Et les bouffées de chaleur, modérées à sévères, ont diminué de 88%. Et les fèves de soja eux-mêmes sont plus efficaces que le lait de soja ou le tofu parce qu'elles sont plus concentrées en isoflavone et on les fait cuire dans une cocotte minute pendant 40 minutes et ensuite on peut les utiliser comme des pagnons de pain dans une salade ou dans une soupe. Et si l'on veut, après la cuisson, on peut même les rôtir au four et ils sont comme des cacahuètes grillées. Bon appétit. Merci Neil. Alors ensuite, on va parler de comment éviter l'alcool socialement, parce qu'on a vu dans la présentation de Adeline DeWitt que c'est quand même un risque. Donc commençons avec quelques astuces pour faire la fête sans trop d'alcool. Alors Anne-Marie, est-ce que tu aimerais partager une astuce? Moi, mon astuce principale, c'est de prendre de l'eau pétillante. Alors, pour moi, c'est la fête. Un petit peu de jus de citron dedans. Et un autre truc, c'est de prendre un Virgin Mary au lieu d'un Bloody Mary. Donc, c'est un Bloody Mary sans alcool. Et tout le monde pense que j'ai un drink avec alcool et pourtant, il n'y en a pas du tout. Donc, deux bons trucs à utiliser si on veut fuir l'alcool sans que personne s'en rende compte. C'est clair, et les bulles dans de l'eau pétillante, ça donne du peps aussi. Ça a l'air vraiment élégant. Et Neil, est-ce que toi, tu as des astuces pour faire la fête sans alcool? Oui, il y a des bières sans alcool si vous en voulez. Mais en fait, vous aurez l'air très tendance avec Virgin Mojito, c'est-à-dire mojito sans alcool. Et avec une belle saveur de menthe fraîche, absolument délicieuse. Oui, moi aussi, j'adore. Et en passant, il y a aussi des vins sans alcool. Hein? Il y a des bières sans alcool et maintenant, on a des vins sans alcool. Et même du champagne. Oh! Ouais. Et même des boissons vraiment avec des goûts un peu genre spéciaux qui vraiment, on dirait qu'il y a de l'alcool, mais non. Et c'est clair que... parfois, des gens vont me poser des questions, hein? Et il faut être muni des réponses. Et donc, moi, je dirais que, par exemple, vous pouvez dire, eh ben, je fais un mois sans alcool pour voir ce que ça donne. Et les gens vont dire, ah, d'accord, parce que, ils comprennent que vous n'avez pas abandonné pendant toujours, même si c'est le cas. Hein. On peut toujours dire oui, je fais une expérience, je vois ce que ça donne. Ou sinon, juste pas aujourd'hui parce que je le sens pas ou quelque chose. C'est assez facile, il faut juste être muni d'excuses si jamais des gens posent des questions. Parce que parfois... la pression sociale, c'est ça qui va pousser certains à dire « Oh bon, c'est bon, je vais boire. » Et puis Noémie, toi aussi, t'as un petit astuce. Alors, comme tu l'as dit, hein, la fête est plus folle sans alcool. Moi, personnellement, j'adore le kombucha. C'est super rafraîchissant. Alors, c'est pétillant, hein, comme l'eau pétillante. C'est un peu comme une limonade. Alors, sous ce nom un peu exotique, en fait, c'est constitué d'une association de levures et de bactéries qui vivent ensemble. Alors, j'en conviens, c'est pas très attrayant, mais détrompez-vous parce qu'en réalité, c'est vraiment très bon. Il y en a pour tous les goûts. Il y a vraiment des saveurs vraiment différentes. Alors, moi, mon préféré, c'est celui au gingembre. Mais alors, il y en a au fruit de la passion. Il y en a à la framboise, à la pomme. Bref, il y en a aussi sans saveur, neutre. Vraiment comme une limonade. Donc, je vous conseille vraiment d'essayer. C'est pas mal du tout. Et puis, bonus, il y a des probiotiques. Voilà. Ce qui est Exactement. génial. Très bon pour le microbiote.
Et puis Adeline, est-ce que toi aussi tu as une astuce à partager? Alors moi, j'ai pas une astuce sur l'alcool, mais une bonne excuse. En France, on fait le SAM. Et en Belgique aussi, je ne sais pas si vous avez ça partout, mais le SAM, c'est celui qui, selon la réglementation en vigueur, conduit mais ne boit pas. Et ben, vous faites SAM à toutes les soirées et il n'y a pas de problème. Et vraiment, c'est très bien accepté. Et du coup, tout le monde vous adore en plus, puisque vous Et en plus, on est adoré parce qu'on ramène tout le monde et on sait que ils comptent sur nous. Super. Parfait. J'espère que vous avez aimé cet épisode à propos de comment prévenir le cancer du sein, ainsi que nos recettes de soja. J'espère que ça vous a inspiré de ajouter plus de soja dans votre vie. On vous dit à très bientôt et prenez soin de vous. Voici ce qui vous attend la prochaine fois sur Un Monde Sain. Que faire si vous commencez à manger différemment de vos amis, vos proches et votre famille? Améliorer son régime alimentaire est en fait vraiment facile. Pour vous simplifier la vie, voici quelques complications qui ne sont pas indispensables. En étudiant un peu ces 2 études statistiques-là, on se rend compte qu'il y a 5 clés qui permettent de persévérer dans nos bonnes habitudes de vie. Alors, vous êtes tous deux l'exemple parfait que l'adoption d'une alimentation végétale peut être compatible avec une vie sociale, puisque votre cérémonie de mariage était 100% végétale. Nous avons hâte de vous revoir. Pour ne rien manquer, suivez le comité des médecins sur Instagram et Facebook.